Viva Culture, l'actualité des arts vue par l'association Maison de la Culture du Havre. Présentée par Isabelle. Viva Culture, l'émission de la culture dans toutes ses découvertes. Bonjour à toutes, bonjour à tous, Isabelle Royer, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Aujourd'hui, dans Musiculte, Patrick Duché poursuit sa saga de Peter Gabriel, c'est l'épisode numéro 6. Il s'agit de l'album So en 1986. Catherine Desormières poursuit sa chronique Où sont les femmes? C'est l'épisode numéro 4, Sans consentement. Quant à Annie Drogou dans ses lieux dits, elle interviewe Mohamed Mahamar Garam, artiste, coach. Musiculte saison 4, c'est la saga Peter Gabriel en 12 parties. Aujourd'hui, c'est l'épisode 6, une soudaine renommée. Nowhere in the corridors of pale green and grey. Nowhere in the suburbs, in the cold light of day. There in the midst of it, so alive and alone, words support like bone, dreaming of Mercy Street, where you're inside out, dreaming of mercy. In your daddy's arms again, dreaming of Mercy Street. Swear they know that's... Dire que son 5e album solo a changé à jamais la vie de Peter Gabriel est un euphémisme. D'abord parce que le tube Sledgehammer, qui sert de générique à la saison actuelle de Musiculte, lui a apporté à la fois une reconnaissance critique et populaire planétaire. L'argent gagné par l'album So, donc, lui a permis de monter quelques années plus tard sa propre maison de disques, Real World. Ensuite, parce que pas moins de 5 singles seront extraits de l'album, du jamais vu jusque-là dans sa carrière. Il y aura Sledgehammer, donc, puis In Your Eyes, puis un duo magique avec Kate Bush pour Don't Give Up, une chanson dont Elton John a dit qu'elle lui avait sauvé la vie. Et enfin Big Time et Red Rain. Mais So marque aussi un changement d'approche musicale. Le style de Gabriel devient plus accessible d'une certaine manière, les paroles sont plus directes, moins obscures, et le chanteur se permet même des chansons d'amour. Les textures sonores sont plus moelleuses, plus organiques grâce à la production du Canadien Daniel Lanois. Par ailleurs, Gabriel s'est laissé aller à composer des morceaux carrément dansants et sexy. Sledgehammer est un hymne funk en hommage au disque Stax. Il a d'ailleurs embauché Wayne Jackson, le saxophoniste historique d'Otis Redding, son idole de jeunesse. Mais So donne aussi l'occasion à Gabriel de s'immerger complètement dans un nouveau médium qui le fascine, le vidéoclip. Il confie la réalisation du clip de Sledgehammer à un petit studio d'animation non loin de chez lui, les Hardman Studios, qui ne sont pas encore mondialement célèbres grâce au dessin animé Wallace et Gromit. Le tournage réalisé avec 3 bouts de chandelle a obligé le chanteur à rester figé pendant 16 heures. On lui a notamment peint des nuages sur la face et posé des escargots gluants sur le visage. Le clip a remporté pas moins de 9 trophées aux MTV Awards de 87 et reste une référence en matière d'animation et de clips musicaux. Mais ce n'est pas tout.
Gabriel va participer à plusieurs tournées caritatives pour le compte d'Amnesty International en 86 avec le Conspiracy of Hope Tour, où il partage la vedette avec Bryan Adams, Joan Baez, Police, Lou Reed ou encore U2. Il y aura aussi le Human Rights Now Tour avec Tracy Chapman, Youssou N'Dour, Bruce Springsteen et Sting en 88. Et auparavant, en 85, il avait participé au projet Artists Against Apartheid. Bref, des années pendant lesquelles Gabriel dit qu'il a aimé flirter avec la renommée, mais qu'heureusement, cela n'a pas duré. Sa vie personnelle a également été chamboulée puisqu'il est désormais séparé de son épouse Jill, qu'il a fréquenté l'actrice Rosanna Arquette, mais aussi le mannequin Claudia Schiffer. We were wanted all along. I was taught to fight, taught to win. I never thought I could fail. No fight left, or so it seems. I am a man whose dreams have all deserted. I've changed my face, I've changed my name, but no one wants you when you lose. Don't give up, 'cause you have friends. Don't give up, you're not beaten yet. Don't give up, I know you can make it good. Though I Gabriel a de nouveau fait appel à Kate Bush, déjà présente pour Games Without Frontiers, pour ce duo bouleversant inspiré d'une photo de Dorothy Lange prise pendant la Grande Dépression des années 30 et tirée d'un ouvrage intitulé In This Proud Land. Ce sont du reste les paroles que l'on entend au tout début de la chanson Don't Give Up. So a par ailleurs permis à Gabriel de fixer son groupe de tournée autour de 3 musiciens devenus indispensables encore à ce jour. Le batteur français Manu Katché, le guitariste francophile David Rhodes et le bassiste Tony Levin, fidèles depuis le tout premier album solo de Gabriel. Le chanteur sera sur les routes de début juin 86 à la mi-octobre 87 pour donner plus de 110 concerts, dont 10 en France. Son plongeon dans la foule sur Lay Your Hands on Me est devenu mémorable. Plus de tenues excentriques sur scène comme des gilets fluorescents de chantier ou des salopettes zippées. Gabriel est tout de blanc vêtu, il électrise littéralement les foules et en profite pour séduire un large public féminin, ce qui est nouveau pour lui. Enfin, un mot sur la pochette. C'en est fini, provisoirement, des images bidouillées, des visages déformés. Peter est devenu un sex symbole grâce à un portrait réalisé par Trevor Key, le photographe qui avait fait auparavant la couverture du premier album solo de son compère Phil Collins. Rien que du gros plan, sans phare. Pour l'anecdote, c'est Peter Saville, designer très connu qui avait conçu notamment des pochettes emblématiques pour Joy Division, Ultravox, Roxy Music, etc., etc. C'est Peter Saville donc qui a designé le look général de l'album, 2 grandes lettres toutes simples et des singles. Il a avoué être complètement indifférent au chanteur avant de le rencontrer et d'être bouleversé justement par Don't Give Up. L'album So a eu un tel retentissement que plusieurs artistes ont embauché l'équipe de Gabriel pour avoir la même texture sonore sur leur propre disque. Citons ainsi le premier album solo de Robbie Robertson, guitariste du légendaire groupe The Band. Premier album solo sur lequel Peter fait aussi les chœurs. Mais aussi Johnny Mitchell qui a enregistré son album Chalk Mark in a Rainstorm dans les studios de Gabriel, ce dernier chantant avec elle sur le titre My Secret Place. Après So, plus rien ne sera pareil. Gabriel aura le luxe de prendre le temps de faire les disques qu'il veut, au rythme qu'il veut. I come back to the place you are. All my instincts, they return. The grand facade so soon will burn. Without a noise, without my pride, I reach out from the inside.
L'épisode 7 traitera du monde secret, Us, le 6e album solo de Peter Gabriel. D'ici là, bonjour chez vous. « 10 minutes, chronique. Où sont les femmes ? 4e partie. Aujourd'hui, sans consentement. Le début de la violence n'est pas toujours visible, ni agressif. La fille pense qu'elle a été choisie et le garçon obtient ce qu'il veut parce que pour lui, c'est normal, que les filles sont là pour ça. Et elle a pensé qu'il était gentil. Elle a cru qu'au pire, il comprendra. Y a-t-il manière plus douce que celle de la séduction ? C'est une emprise sans violence apparente et c'est un abus. Écoutons un extrait de Shadow House de Mathieu Berthollet. Les garçons troussent toujours les filles à la fin des films, à la fin des histoires, juste avant que le matin ne se lève et que l'alcool ne fasse plus effet. On sort d'un bar, d'une boîte, on marche un peu seul vers sa voiture sur le parking lot, et on doit avoir un air désespéré et le garçon passe. Il dit quelques mots, il les cache derrière un sourire, et on se souvient comment il a fait glisser les verres sur le bar vers la fille. Comme il souriait déjà dans la lumière pourpre des canapés, comme sa chemise ressortait lentement de son jeans quand il bougeait au milieu de la piste de danse, et la tête encore toute légère des glaçons fondus, de la vodka autour. On fait semblant d'y croire, on laisse retomber les clés au fond du sac. La voiture, on la reprendra demain. Et puis on monte dans la sienne. Le cuir est frais, le vent dans les cheveux, presque brûlant encore. Et quand les étoiles sur la ville des anges regardent la fille, il ne peut rien arriver et on écoute la musique. Et on lui laisse poser sa main sur un genou. On la laisse même remonter un peu. Sunset Boulevard vers l'est, l'air toujours plus chaud sur le front, une petite brise entre les jambes, l'humidité entre sa main et la cuisse et la vodka encore dans la tête. Laurel Canyon Road, la lumière orange électrique qui éclaire en vagues son torse tout pâle et lisse entre les pans de sa chemise sombre. Les éclairs de ses dents, quand il rit de ses histoires, des mots qui sortent en désordre de la bouche de la fille à côté de lui, toutes ces maisons le long de la route, des lumières encore allumées dans les chambres à coucher. Si on criait, il y aurait toujours quelqu'un pour entendre. Ses pauses dans la course vers le sommet au feu, personne qui ne passe, lui qui attend de faire redémarrer la voiture en hurlant, parce qu'il ne sait pas que ça n'impressionne pas les filles, sa voiture. Sa chemise qui sort doucement de son pantalon quand il bouge, son sourire, son torse tout pâle et tout lisse, sa main qui fait glisser les verres, il ne sait pas qui n'impressionne pas les filles. Et pourtant toutes les nuits il en conduit une, au bout de Mulholland Drive, dans le vent chaud, qui fait battre ses longs cheveux sur le cuir de sa voiture, qui hurle dans les derniers lacets de Laurel Canyon Road. Derrière toutes ces lumières à gauche et à droite de Mulholland Drive, il doit bien y avoir des gens qui entendraient si on criait. Mais la vodka, et puis sa main chaude sur la cuisse, le cuir frais à travers le tissu léger de la robe, la brise entre les jambes et puis son sourire, son torse pâle et lisse qui n'a pas l'air méchant, ses mains toutes légères, ses dents bien droites, pas de raison de crier. Un garçon juste gentil, qui ne laisse pas une fille ivre sur un parking rentrer seule chez elle en voiture. Le parc, la vue, il connaît. La grille fermée après le coucher du soleil, il connaît aussi. Il est déjà venu ici. Il vient toujours ici, avec les filles seules des parking lots. Stoli, Belvedere, Sky, Siroc, tout essayé ce soir. Il sait par où passer, le bout de grillage détaché, où mettre les pieds, les branches sèches qui pourraient griffer. Il fait attention à la fille, à sa peau fine, à sa robe légère, à ses longs cheveux. Encore. Et puis la vue. Toutes ces lumières, tous les gens derrière qui entendraient les cris d'une fille. On peut nettoyer les taches avec un chiffon doux et un peu de Vanish Oxy. Ou alors on peut brûler la robe. Peut-être en acheter une autre. On peut disparaître, ne plus manger, se teindre en blonde, ne porter plus que du sable, du gris, du vert et de la poussière. On peut prendre la 10 jusqu'à la 101,
jusqu'à disparaître, jusqu'à ce que le réservoir soit vide. L'histoire des femmes est un long fleuve intranquille. En 1987, Michèle Perrault, historienne, écrivait dans la revue Sources et travaux historiques: l'histoire des femmes a d'abord été celle de leur oppression. Femmes battues, trompées, humiliées, violées, sous-payées, abandonnées, folles et enfermées. On a fait l'inventaire des malheurs féminins, sans toujours s'interroger sur les mécanismes de la domination, en en voyant plutôt les effets. Histoire nécessaire, mais déprimante aussi. On l'a compris au livre des afflictions féminines, les chapitres sont nombreux. L'un des plus anciens, qui a été raconté par Tite-Live dans les années 20 avant Jésus-Christ, dans Histoire de Rome depuis sa fondation, est le récit de ce qui aurait eu lieu 200 à 300 ans auparavant, celui de la manière dont Romulus aurait peuplé Rome. Il ne s'agit que d'un mythe, mais ce qu'il raconte donne matière à réfléchir. Romulus et son peuple n'avaient pas d'épouse. C'est pourquoi Romulus envoie auprès des nations voisines des ambassadeurs pour qu'ils leur demandent alliance et mariage. Comme nulle part l'ambassade n'a été écoutée avec bienveillance, Romulus, dissimulant son ressentiment, prépare des jeux. Le texte de Tite-Live ne s'arrête pas là, et nous savons que la fête tourne au bizarre quand les Sabins, curieux et émerveillés par la ville, ses maisons, ses murailles, et enthousiasmés par le spectacle, ne peuvent rien faire quand sur un signal, la jeunesse romaine masculine s'élance de tous côtés et enlève les jeunes Sabines. Et l'on comprend ce qui va arriver aux filles du peuple sabin. Lève-toi, c'est décidé, laisse-moi te remplacer, je vais prendre ta douleur. Doucement, sans faire de bruit, comme on réveille la pluie, je vais prendre ta douleur, prendre ta douleur, je vais prendre ta douleur. Elle lutte, elle se débat, mais ne résistera pas, je vais bloquer l'ascenseur. Je vais prendre ta douleur, saboter l'interrupteur. Je vais prendre ta douleur. Mais ce qui s'est incrusté cet orage avant l'été, cette chipie de petite sœur. Je vais tout lui confisquer, ses fléchettes et son sifflet, je vais lui donner la fessée. Je vais prendre ta douleur, la virer de la récré. Je vais prendre ta douleur. Mais c'est qui cette héritière qui se baigne, qui se terre dans le tiède de tes reins? Je vais la priver de dessert, lui faire mordre la poussière de tous ceux qui n'ont plus faim. Je vais prendre ta douleur de tous ceux qui n'ont plus rien. Je vais prendre ta douleur. Dites-moi que fout la science quand se contre nos pensées. Tu as pas là où t'as... Le 26 juin 1976, un millier de femmes a participé aux 10 heures contre le viol à la Mutualité à Paris. Différents mouvements de femmes avaient organisé pour la première fois un meeting contre le viol. Ce fut parfois à brouillon. Parmi de bouleversants témoignages, les analyses des unes et des autres n'étaient pas toujours en accord, sauf
pour affirmer ce qui paraît aujourd'hui une telle évidence qu'elle pourrait paraître naïve. Le viol est un crime. C'était il y a presque 50 ans. Le 25 novembre 2019, au Chili, à Valparaiso, et au même moment à Santiago, retentissent les voix de centaines de femmes qui se sont rassemblées devant le ministère de la Femme et de l'Égalité de genre et sur la place des Armes. Elles ont les yeux bandés, elles scandent un chant parlé qui a pour titre « Un violeur sur ton chemin ». Daphné Valdés, Sibila Sotomayor, Paula Cometa et Léa Cáceres, fondatrices du collectif Las Tesis, ont composé cette performance. L'art de la rue est l'axe des thèses féministes qu'elles traduisent en langage militant. Depuis, El Violador et Tu Camino est aujourd'hui le chant des féministes du monde entier. Le patriarcat est un juge, il nous juge à la naissance, et notre punition est la violence que vous ne voyez pas. Le patriarcat est un juge qui nous juge à la naissance, et notre punition est la violence que tu vois. Féminicide, impunité des assassins, les disparus, le viol et le coupable, ce n'est pas moi, ni mes fringues, ni l'endroit. Le violeur, c'était toi, le violeur, c'est toi. Les policiers, les juges, l'État, le président, l'État qui nous oppresse est un macho violeur. Le violeur, c'était toi, le violeur, c'est toi.
Pour ceux qui souhaiteraient en savoir davantage sur l'émission d'aujourd'hui, en particulier sur l'asthésis, retrouvez des liens, photos, vidéos, en allant faire un tour sur le site de la MCH. Sur Westrack Radio, dans Viva Culture, rendez-vous avec 10 minutes chronique le 2 juillet. À bientôt. De la récré, je prends ta douleur. Mais c'est qui cet héritière qui se baigne, qui se tait dans le tiède de tes reins? J'ai la privée de dessert, lui faire mordre la poussière de tous ceux qui n'ont plus faim. Je vais prendre ta douleur de tous ceux qui n'ont plus rien. Dites-moi que fout la science quand se contre nos pensées. Tu as pas là où... Bonjour, aujourd'hui nous sommes en compagnie de Mohamed Mamir Garam, qui coach, artiste coach, excusez-moi, et qui va donner son parcours. Bonjour, je suis ravi d'être accueilli aujourd'hui. Alors mon parcours, un parcours assez classique, échec scolaire à un moment donné. J'ai fait le choix de travailler avec les enfants parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup d'humanité chez eux. Et comme à l'école, on me disait souvent... tes problèmes ils doivent rester dehors. J'ai commencé par sécher, puis un jour j'ai choisi de démissionner de l'école pour pouvoir m'investir pleinement avec les enfants. Donc j'ai passé mon BAFA. Ensuite j'ai créé une association dans mon quartier l'idée c'était d'impliquer les habitants du quartier pour qu'ensemble on puisse faire bouger les choses, amener de la culture, de la danse et plein de choses pour les habitants du quartier. Et aujourd'hui, je suis donc artiste coach, donc dans l'idée d'accompagner les personnes là où moi j'ai pu avancer, c'est-à-dire à la fois sur ma personne et puis sur ce paysage intérieur, les parties qui sont blessées, les parties qui vont bien, et trouver cet équilibre. Et aujourd'hui, j'ai choisi de me mettre au service d'une association qui accompagne des enfants qui soit sortent de prison, des adolescents entre 15 et 17 ans, qui rentrent en prison, qui sortent de prison. C'est des commandes de la justice pour avoir des profils de personnalité. Et moi, ma particularité en tant qu'artiste coach, c'est vraiment d'aller trouver à travers l'échange, le dialogue, là où l'enfant a été blessé, là où il a été, entre guillemets, déshumanisé, là où le choc a été si violent qu'il s'est coupé de ses émotions, au point qu'aujourd'hui, il peut se retrouver à mettre 7 ou 8 coups de couteau à un autre jeune ou à un autre humain et manger un sandwich sans que ça lui fasse rien du tout. Et l'idée, c'est vraiment à travers le dialogue et l'échange, qu'il puisse retrouver son humanité, puis en mettant des choses en place, bien sûr, avec des psychologues et d'autres, une équipe pluridisciplinaire. Que vouliez-vous faire étant enfant ? Alors quand j'étais enfant, je voulais être ingénieur. Le côté génie me parlait, et dans la lignée de mon papa, il y avait beaucoup d'ingénieurs. Un en particulier qui m'avait marqué, qui était au cycle des savants à la NASA aux États-Unis, et je trouvais ça tellement extraordinaire qu'un monsieur qui a un enfant qui jouait aux billes dans un village dans les Aurès en Algérie se retrouve dans l'élite américaine à la NASA parce qu'il était créatif, parce qu'il avait du bagou, parce que son cerveau fonctionnait très très bien et qu'il a mis son énergie au service de grands projets. Et ça m'a beaucoup inspiré. Puis il y en avait tellement d'autres dans la famille comme ça qui étaient brillants et en même temps qui étaient d'une simplicité. Quand on se retrouvait au village l'été, quand mon père nous emmenait au village, de passer du temps avec eux, de les écouter parler, je trouvais ça trop intéressant et merveilleux, et ça m'inspirait, le côté génie. Vos activités de loisirs ? Alors mes activités et loisirs sont beaucoup centrées autour de ma famille, parce que c'est pour moi l'occasion de ce vécu commun avec mes enfants et mon épouse, et même si j'ai mes activités aussi en parallèle en solo, mais c'est beaucoup la famille, parce que pour moi c'est la seule réussite, c'est la chose que j'ai vraiment pas envie de rater dans ma vie. Je peux rater ma carrière, je peux rater plein de choses, mais ma famille, c'est très précieux et j'y mets beaucoup d'énergie à cet endroit-là. Je suis marié depuis 12 ans, j'ai 2 enfants, Razan et Sabil, ma fille de 5 ans et mon fils de 9 ans. Et mes activités, on fait beaucoup de sport de glisse, du skate, du roller, selon leurs élans. Et moi, j'apprends en parallèle.
et on se lance. Donc aujourd'hui, en ce moment, c'est le skate, c'est trottinette, roller, et du vélo, et puis aussi de la danse. On aime bien danser, chanter, voilà, célébrer un peu la vie qui nous est offerte chaque jour. Des projets. Alors des projets, oui, des projets que j'ai déjà menés, qui m'ont donné envie. C'est un projet en particulier, la culture, un levier pour l'insertion. C'était à l'époque un projet qu'on avait coécrit avec des amis, parce qu'on se disait, les gens, on accompagnait des personnes en situation d'insertion sociale, des personnes qui étaient blessées par la vie, soit moralement, soit physiquement, qui étaient au RSA depuis 10, 15, peut-être 20 ans, ils étaient même au RMI à l'époque. Et l'idée, c'était de leur offrir le meilleur pour qu'ils aient envie de vivre. On a commencé par un petit parcours culturel au Havre, à travers des ateliers de mobilité et de la restauration, des ateliers cuisine. Et ça s'est terminé par la fin d'année avec une sortie sur Paris où on était accueillis au musée du Louvre par des partenaires qu'on avait rencontrés. Et on avait fait le musée du Louvre, le musée du Quai Branly et la fondation Yves Saint Laurent, parce qu'il y avait une exposition sur les femmes berbères. Et comme on avait quelques femmes berbères, et voilà, c'était l'idée d'aller se voir nos cultures mises à l'honneur, en particulier le musée du Quai Branly que Jacques Chirac a inauguré et a mis en place. C'était vraiment une volonté de sa part que les cultures soient mises à l'honneur. Et un fait marquant, c'est deux messieurs, Jacques et Jean-Claude, qui ça m'a beaucoup touché parce qu'à la sortie du Quai Branly, il nous avait dit je veux faire un masque africain. Et on avait été surpris et agréablement, parce qu'après une visite, normalement on regarde de l'art, on est impressionné, on est admiratif. Et au bout du compte, on est rentré au Havre et on a trouvé un artiste qui les a accompagnés sur ce projet, et chacun a pu faire son masque. Et c'est ce genre de projet qui m'appelle aujourd'hui, de rassembler et voilà, de partager des choses pour accueillir la souffrance et la difficulté de la vie. Comme disait Aznavour, la souffrance est moins pénible au soleil, et un sourire, ça ensoleille la vie. Avez-vous un rêve? Alors oui, j'ai un rêve, c'est de prendre mes responsabilités et de sortir de la posture de critique de ce qui va pas, mais plus prendre des responsabilités à travers voilà, la vie associative, la vie dans mon quartier, et puis d'impulser des choses pour contribuer au changement social, comme je l'ai toujours fait, mais aujourd'hui avec énergie, avec envie, avec patience et en famille. Avec ma femme, mes enfants et les gens que j'aime. Voilà, on essaye de contribuer à notre manière à ce que ça aille mieux autour de nous. Et un de mes grands rêves serait vraiment qu'on ait des espaces dédiés où on peut se retrouver et trouver du soutien, trouver des solutions quand on a des problèmes, quoi. Ça, ce serait cool. Et qu'on ne laisse pas nos problèmes dehors, mais qu'ils puissent avoir un endroit où ils peuvent être posés. C'est l'envers de l'école où vous deviez laisser vos problèmes dehors. Ouais, c'est un petit peu pas une revanche, parce que je suis pas revanchard, parce que j'ai beaucoup d'affection pour l'école et pour l'énergie qu'elle met. Et aujourd'hui, je suis bien conscient que c'est pas l'éducation nationale, mais c'est instruction nationale, et que pour l'éducation, il faut qu'on fasse ça ensemble. Donc pouvoir proposer des espaces pour qu'on puisse aller à l'école s'instruire tranquillement, et ben faut qu'on ait des espaces où on puisse entre guillemets s'éduquer ou se cultiver. Et j'ai la croyance à travers un homme que j'ai beaucoup respecté, beaucoup aimé, qui s'appelle Marshall Rosenberg, qui a contribué à m'ouvrir sur un nouveau monde. Et il disait que c'était une illusion de croire qu'on éduquait les enfants. C'était l'environnement qui éduquait. Et nous faisons partie de l'environnement. Ça, vous en êtes ému. Exactement, il y a plein d'émotions et d'enthousiasme à l'idée de nommer ce grand homme qui est parti, mais qui a laissé tellement de belles choses derrière lui. C'est mieux de construire des enfants forts que de réparer les adultes cassés. Ouais, faire des enfants forts que de réparer les adultes cassés. Ouais, faire des enfants forts que de réparer les adultes cassés. Ouais, faire des enfants forts que de réparer les adultes cassés. Ouais, faire des enfants forts. Votre place dans la culture. Ma place de la culture, je me considère aujourd'hui comme un acteur, comme le titre que je me donne aujourd'hui, artiste coach. Ouais, je considère que la vie, c'est comme une œuvre d'art, ou je sais pas, comme une pièce de théâtre, certains ont dit, ou comme un film, ou comme un sketch. Parce que c'est parfois drôle, mais on fait les sketchs aussi dramatiques, comme le cinéma, comme l'art en général. Ça nous touche. Et je trouve que dans une journée de vie, il y a plein d'émotions. Et quand je vais dans un musée, quand je vois une pièce de théâtre ou un concert ou autre, c'est des émotions que je recherche, des émotions qui me touchent, des émotions qui me permettent de me rencontrer et rencontrer les autres.
Et voilà, aujourd'hui, je me considère moi comme un acteur de la culture parce que j'aime, non pas me déguiser, mais j'aime m'habiller de mon histoire à travers des bijoux, à travers des tenues. Et voilà, je reçois beaucoup de regards, alors de la bienveillance et de la malveillance dans la rue. Et puis, je contribue à ma manière à amener un peu de beauté, de gaieté, de joie dans mon quotidien et j'aime partager ça avec les autres. Donc oui, un acteur de la culture locale. Définition de la culture. Alors la définition de la culture, ça rejoint ce que je disais à l'instant. Pour moi, la culture, c'est ce que je vis. J'ai été très rapidement confronté à cette question de la culture parce que de parents d'origine algérienne et né au Havre, de ma maman qui était déjà née là, partagé entre deux cultures, je dis non, je suis pas de deux cultures, j'en suis qu'une. Je suis humain et c'est ce que je vis qui fait ce que je suis. Et donc pour moi, la culture, c'est ce que nous vivons. Et à travers nos expériences, à travers nos épreuves, à travers nos bonheurs, nos joies, et ben on se cultive comme une bonne terre. Et des fois, il en sort des fleurs, des herbes pas forcément agréables. Puis des fois, il y a la sécheresse. Et quand revient l'eau, c'est la joie. Et pour moi, l'eau, c'est les larmes, c'est l'humanité, c'est ce qui touche. Et j'aime particulièrement ce qui me touche dans les côtés les plus mélancoliques de mon être. Vos adresses, où on peut vous joindre? Alors on peut me joindre sur mon adresse mail, Coach Moha. Donc coach, COACHMOHA, @gmail.com. C'était le petit jeu de mots, coach parce que je suis coach, et puis Moha parce que coach moi, il y a un petit côté, voilà, un petit peu côté enfantin, un peu jeu. Et puis on peut me trouver dans la ville du Havre. Je suis souvent en balade, j'ai un chapeau, plein de colliers. Du col autour des yeux, donc c'est un genre de noir qui vient de ma culture arabo-berbère. C'était un noir pour protéger les yeux et j'ai envie de me protéger aujourd'hui pour pouvoir m'offrir avec plus de liberté. Et votre Facebook? Alors mon Facebook, c'est Mohamed Mahamir Garam. Avez-vous autre chose à ajouter? Dans l'instant, je suis content d'avoir pu partager ce que je suis et je vous en remercie. Je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Eh ben Annie, je vous souhaite une bonne vie. Merci et à bientôt. Avec plaisir. C'était Viva Culture, une émission proposée par l'association Maison de la Culture du Havre, présentée par Isabelle Royer, réalisée grâce à Mathieu Le Chevalier. À notre agenda culturel, notez le festival Apollo. Il s'agit de la 5e édition, les 23 et 24 juin, au bout du monde, à Sainte-Adresse. Il a été créé en 2017 par l'association Helios et propose une expérience de vie tournée vers la culture, la musique, l'art et surtout le rassemblement, le temps d'un week-end. Il s'adresse à un public familial, il propose des jeux, des animations et des ateliers et il valorise des artistes locaux émergents aux côtés d'invités talentueux. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt. Venez à notre assemblée générale le 21 à 18h au Jean de Mer. Venez échanger avec nous, nous rencontrer et peut-être nous rejoindre, adhérer. Au revoir.